Mesdames et messieurs, membres du jury, pourquoi sommes-nous si attachés à nos nations? Pourquoi les laissons-nous prendre autant de nos identités? Nous pensons rarement à nos régions qui ont autant d'influence. Et pourtant, si j'étais pressée, je dirais moi-même que j'ai plus de relation avec Wexford, ma ville natale, qu'avec la communauté imaginaire qui compose ma nation. Les rues et les rivières avec lesquelles nous grandissons ont beaucoup d'impact sur nous. Les Strasbourgeois partagent davantage un climat et une agriculture avec les habitants de Karlsruhe qu'avec ceux d'Avignon. Malgré l'insistance de l'État en France qu'il n'y ait qu'une seule langue et une seule culture, les Bretons et les Corses ont montré que les choses ne se sont si simples. Les autres colons Alsace-Frey sur les lampadaires partout ici à Strasbourg en sont la preuve matérielle. Je ne suggère pas que nous cédions à tous les mouvements séparatistes. Nous avons vu la violence qu'ils peuvent apporter dans les guerres dans les Balkans. Mais nous ne devrions non plus être opposés au changement. Il faut apporter l'Europe au peuple chez lui. En fait, une approche plus locale peuvent apporter et mettre fin à le sentiment d'impuissance et l'appétit qui se sont installés chez lui. Prenons l'action climatique. Comment se sentir motivé par les rapports des climatologues? Nous avons 12 ans pour changer complètement notre façon de faire l'industrie. Comment faire envisageons un moyen de régler les choses? Je peux faire de la recyclage avec mon canette de coca, mais si nous nous organisons à l'échelle d'un village ou d'un quartier, nous gagnerons en enthousiasme. Puis, un réseau de ces communautés peuvent alors travailler sur ces problèmes au niveau national et, plus largement, au niveau européen. Je propose de faire de la solidarité un moyen d'impliquer les citoyens pour qu'ils s'intéressent, pour qu'ils se passionnent pour les régions dans lesquelles ils vivent et se cultivent. Aujourd'hui, avec une population qui se sent peu impliquée dans sa vie civique et son identité européenne, nous devons voir dans quelle direction veut-elle l'Europe grandir. Nous devons veiller à ce que le régionalisme se développe dans le respect de tous, dans l'esprit d'équité et de pacifisme radical et non pas d'exclusion. Il est peut-être temps, enfin, de regarder au-delà de la nation et de créer une Europe des régions et donc une Europe de son peuple. Merci. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que la région, c'est aussi une communauté imaginaire? Oui, peut-être, mais c'est une communauté avec... nous avons les liens concrets aussi parce que les familles vivent dans les régions et nous avons les liens avec les familles et aussi des liens avec la terre et la langue. Nous connaissons les régions et les quartiers dans une région beaucoup plus qu'une une région plus loin de nous. Par exemple, dans le discours, j'ai mentionné Wexford. Je connais Wexford très bien, mais j'habite à Dublin depuis 12 ans.
2 années maintenant, pardon, c'est difficile. Et il y a des endroits et des rues que ne connaît pas encore après 12 ans. Et c'est ça, c'est juste que les communautaires, oui, ils sont des communautés imaginaires, mais on les connaît mieux que le pays entier. Vous avez dit qu'à Strasbourg, on a plus de liens avec l'Allemagne qu'avec Aix-en-Provence. C'est vrai, en tant qu'Irlandaise, ne pensez-vous pas donc que ce fait, le pays devrait être réunifié? Désolée, je n'ai pas entendu la question. Vous avez dit qu'à Strasbourg, nous avons plus de liens avec l'Allemagne qu'avec Aix-en-Provence. En tant qu'Irlandaise, donc, partagez beaucoup de points communs avec l'Irlande du Nord. Ne pensez-vous pas que le pays doit être réunifié? C'est une grande question. Il y a des sondages très intéressants qui se sortirent dans les mois derniers. Je pense que les gens qui veulent une Irlande réunifiée et leur croyance dans leur fait dans cette idée est beaucoup plus fort. Et aussi, ce il est intéressant est de la classe moyenne et la classe qui était peut-être non douce et le oui douce est beaucoup plus fort oui. Donc, à mon avis, oui. Mais c'est le ton qui va, c'est une question de temps. Et après Brexit, désolé, le premier Brexit du jour, après Brexit, je pense que c'est vraiment plus vite qu'avant Brexit. Juste. Merci beaucoup. Et peut-être on va prendre le prochain. Merci. Mesdames, Messieurs, le membres du jury, chères contradictrices, chers publics, je viens vous proposer une Europe qui promet le meilleur de sa région, même chaque petite localité et citoyen, grâce à la stabilité et le poids de quelques institutions européennes fortes et fécondes. La question de cette Europe de région signifie que l'Europe est en train de se fragmenter, mais d'abord, qu'est-ce que vous comprenez par le terme Europe? C'est le continent? Ça inclut l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Dit comme ça, c'est un peu flou. Le concept de l'Europe des régions, formé par Denis Rougeaumont, met en question les propres concepts d'État, en imaginant une Europe fédérale dont la base n'est pas l'État mais une région. Rappelons-nous que cette idée faisait peur aux fonctionnalistes à la tête desquels Jean Monnet trouvait et disait « Les forces centrifuges des régions et nations pourrait détruire l'Union. » Le fait de dire « région constituant l'État » va signifier que les régions se sentent comme une nation à l'État, c'est-à-dire donner plus de pouvoir aux régions. Rappelons-nous que région signifie une subdivision territoriale. Actuellement en Europe, il y a des tensions sociales. On peut le voir par exemple ici en France avec les Gilets jaunes. Ces protestes sociales et rébellions politiques sont créées par différentes causes. La crise économique, l'inégalité, la pauvreté, l'insécurité d'emploi, et que les politiques répondent aux intérêts des classes privilégiées et des grandes entreprises. Ça amène aux plus faibles à chercher un refuge, soit dans l'État, soit dans le nationalisme, soit dans le régionalisme. Leur monde de l'inégalité contredit les valeurs sur lesquelles le succès de l'Union européenne s'est basé. L'union économique et politique doit être accompagnée d'actions de solidarité entre territoires. Les régions riches veulent se désolidariser des pauvres. Regardez la Catalogne, regardez l'Alsace et le nord de l'Italie. C'est ça l'Europe des régions? Non. C'est contre les valeurs de la Charte sociale européenne. La cohésion sociale est fondamentale pour
pour unir les pièces du puzzle européen, en plus d'une Europe flexible, en stimulant un changement des États membres, mais en aidant à maintenir le bien-être des individus. Un système basé sur les principes d'autonomie des communautés territoriales peut fonctionner de façon efficace seulement s'il y a une attitude de collaboration entre les différentes parties. Mais ce n'est pas facile. Les relations entre l'État et les régions se caractérisent fréquemment avec une optique compétitive. Par exemple, en Espagne, il y a eu la tendance d'instaurer des relations bilatérales privilégiées entre certaines communautés et l'État. Donc, parler d'une Europe des régions, c'est peut-être inapproprié si c'est pour faire une revendication politique de désunion et de séparation. Par ailleurs, il y a plus de régions que d'États dans l'Europe. Cela signifie que si l'Union européenne doit coopérer avec les régions et la Charte sociale européenne doit promouvoir le bien-être social de chaque région, il va être beaucoup plus complexe et compliqué le processus de coopération, des décisions, d'élection des représentantes. Une Europe à l'échelle des régions implique un changement fonctionnel, de développement institutionnel et une nouvelle manière de conceptualiser la politique territoriale. Au lieu d'union, il va y avoir plutôt un sentiment de division et de centralisme régional avec ses propres intérêts. La différenciation régionale se montre inadéquate pour assurer la totale fonctionnalité des systèmes inspirés dans un génère régionalisme centralisé et un généralisme coopératif, lesquels ont besoin des organes mixtes, des coopérations multilatérales et des compétences générales. Dans ce monde globalisé et en constant et accéléré changement, la tendance actuelle serait d'être union dans la division. Mais l'Europe a besoin plus d'une union que de division. Pour conclure, comme disait Jean Monnet, nous ne coalisons pas d'État, nous unissons des hommes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question sur votre pays. Comme jugez-vous l'Espagne avec 4 langues officielles? Ok, donc maintenant c'est un peu en tension, vu qu'il veut s'indépendiser de l'Espagne. Et c'est vrai que Catalogne, c'est la région de plus riche de toute l'Espagne. Mais en fait, ça va affecter, ça va avoir des répercussions dans toute l'Espagne, aussi pour eux, même si peut-être maintenant ils ne sont pas conscients de ça. Et du coup, je pense que c'est toujours si on est plus unis, plutôt que dans la division. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le jury, chers collègues, bonjour. Je m'appelle Eduardo, je viens ici aujourd'hui devant vous pour répondre à une question simple. Je vais vous montrer qu'il existe l'existence de frontières de crise. Bien. Nous l'attendons crisis, le mot crise est issu d'un vocabulaire médical où il représente un point critique entre la guérison et la mort. Dans une société, les crises sont comme des maladies. Elles causent des événements négatifs dans l'ordre social et l'ordre économique. Et ils peuvent mettre en menace les droits de l'homme, comme c'était il y a 70 ans. C'est bien expliqué par Natasha Ollini dans son livre « Les concepts de crise », où elle dit « Le terme de crise désigne, à partir du 19e siècle, l'état de dysfonctionnement d'un système devenu incapable d'assurer ses fonctions. Une crise peut avoir diverses facettes, sont-elles économiques, migratoires, politiques, sociales, etc. Une crise peut se dérouler et se transformer en autre type de crise.
En plus, dans la définition de la crise se trouve le concept frontière. Et la frontière, donc, définit la crise. Pour les frontières, sortons de la définition classique. Nous ne prenons pas juste comme définition de frontière la délimitation territoriale entre les nations. On prend l'approche que la frontière va être un outil nécessaire pour reconnaître le problème et le délimiter. Elle est donc un outil descriptif. C'est comme un problème de maths, où on doit découper l'équation en sous-parties pour bien le résoudre. Les deux concepts de frontière et de crise sont indissociables. Il est possible d'établir quelques éléments structuraux des frontières. L'élément temporal, pour la durée d'une crise, qui n'est pas infini. Avec le raisonnement par l'absurde, une crise qui ne termine pas, ce n'est pas une crise, c'est peut-être considéré la situation normale d'une société. Le deuxième élément est la frontière spatiale, comme nous donnait sur la propagation de la crise. Limiter physiquement une crise permet de l'isoler la zone d'attente. C'est comme une épidémie. On doit ainsi reconnaître les frontières de son traitement et son éradication. Le troisième élément, c'est la frontière causale. Il faut identifier les causes afin de traiter les effets. La connaissance du facteur, car il est possible, tout le processus de crise permet de la traiter à une même cause. Ces éléments définissent la frontière à la crise et ils permettent de connaître avec certitude les moyens pour guérir la maladie et les problèmes identifiés. Mais pourquoi a-t-on des crises généralisées, comme est le cas du Venezuela aujourd'hui? Bien, la crise généralisée n'est que la somme de toutes les autres facettes de crise qui sont arrivées à un point de non-soutenabilité du système et ses fonctions. En raison du que la crise d'origine atteint un point de rupture, quand les frontières et ses éléments se cassent et se disparaissent. Au Venezuela, Hugo Chávez a miné une fragilité des frontières et a causé l'instabilité du monde économique et du monde politique. C'est pour cela que maintenant le système vénézuélien se trouve en état de dégradation continue. Un tumeur représente d'abord un problème unique, mais qui peut se transformer et se développer si son existence est prolongée et se propage dans le système. Et quand le tumeur se propage, les métastases se produisent. Or, si une crise n'est pas traitée, elle se propage dans le système, comme les métastases tumorales, par l'affaiblissement de frontières qu'il avait auparavant contenues dans un espace, avec une temporalité et une case unique. Si le Venezuela était un patient, Hugo Chávez en serait le tumeur et Nicolas Maduro représenterait aujourd'hui sa métastase. Cependant, il est encore temps pour guérir les patients, car avec une crise, comme j'ai dit précédemment, les dure éternellement. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Eduardo. Vous nous avez donné une définition de la crise, une définition de la frontière. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut contenir une crise? Bien. J'ai cherché sur mon discours à admettre que la crise est un effet humanitaire et qu'elles sont une réalité. Et donc la limitation de crise sont justement faire pour les politiques qui peuvent les limiter. Donc le fortalecement des frontières. Si une crise est devenue, on doit le guérir le plus rapidement possible, parce que les frontières de temps peuvent se prolonger. Donc c'est voilà, pour le reste de la cascade. Merci beaucoup. Bonjour, honorable jury. Bonjour, chers organisateurs et organisatrices. Bonjour, distinguées oratrices et orateurs. Bonjour à nous tous. Ou comme dirait mon contradicteur, cher Eduardo, bonjour à nous dans cette salle
et aux autres, au-delà des frontières. Aujourd'hui, je suis ici devant vous pour vous parler de ces pupitres et du fait qu'on n'a pas la même langue maternelle et que ce fait vous empêche de m'entendre, de me comprendre. Ce que je viens de dire est bien sûr faux. Vous m'entendez, vous me comprenez, vous entendez même les modulations de ma voix, mes inquiétudes et mes joies. Ce pupitre n'est pas une frontière. Il ne vous empêche pas d'entendre mes cris. Mes paroles ne sont pas dépourvues des messages compréhensibles, même si ma langue maternelle n'est pas la même que la vôtre. Il n'y a pas de frontières, frontières de pays, frontières linguistiques ou culturelles. Tout ça, c'est des constructions qui sont menées à me faire croire qu'il y a des frontières entre vous et moi, que je fais partie des autres. On aimerait bien penser que les crises du monde actuel ne peuvent pas nous atteindre. Néanmoins, on est tous touchés. On est tous touchés par la crise des réfugiés, car la guerre et la terreur de la guerre nous fait tous partir au plus loin possible pour nous protéger. N'oublions pas que la ville de Strasbourg même a été évacuée en septembre 1939 et en mai 1940 pour les mêmes raisons, fuir la guerre. On est tous touchés par la crise des migrants économiques. Pourtant, il ne faut pas confondre les termes parce que les migrants économiques, ils essayent de fuir, parce que les migrants économiques n'ont pas choisi l'endroit où ils ont été nés, tandis que les réfugiés sont chassés de l'endroit où ils ont été nés. On est tous touchés par la crise de réchauffement climatique. On voit par exemple les changements climatiques, les températures extrêmement froides de cet hiver aux États-Unis, l'été 2018 qui a été extrêmement chaud, l'un des plus chauds du dernier siècle. Le réchauffement climatique ne tient pas compte des frontières créées par l'homme. On est tous concernés par l'écologie, on doit tous protéger nos océans parce que les particules de plastique nous empoisonnent tous, animaux et êtres humains, dans la même mesure. On est tous touchés par toutes ces crises. Pourtant, une preuve supplémentaire qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de frontières à ces crises, c'est la création des organisations européennes et internationales. Par exemple, les organisations européennes, l'Union européenne et l'espace Schengen, qui contribuent à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et l'intégration des migrants économiques également. Et il y a des organisations mondiales, l'ONU, qui maintient la paix, qui protège les droits de l'homme, qui travaille sur le développement durable, et le Conseil d'Europe également, qui travaille sur les conseils pour protéger les droits de l'homme, sur la liberté et la démocratie. On a l'accord sur le climat de Paris, qui nous responsabilise tous à protéger notre planète avant qu'il soit trop tard. On a des solutions à l'échelle personnelle également. La tolérance, l'ouverture d'esprit, la conscience qu'on est tous des citoyens du monde et qu'on vive tous sur la même planète. Les crises nous concernent tous, sans tenir compte de ce qui peut être considéré comme frontières créées pour nous faire croire qu'on peut être exonéré de certaines responsabilités. On doit tous travailler ensemble pour mieux vivre ensemble. La Terre et la crise n'ont pas de frontières. Comme il n'y a pas de frontières entre vous et moi. Qu'est-ce que vous pensez du concept de crise de croissance que l'on pourrait appliquer à l'Europe aujourd'hui? Vous faites référence à la croissance économique ou Non, je commençais croissance en général. Un adolescent aussi, c'est crise de croissance. Bon. Croissance économique ou l'inflation peut-être? La croissance de la population? Ok. Je vais parler plutôt de la croissance de la population, par exemple, causée par la migration des réfugiés et des immigrants économiques.
Dans l'histoire de l'humanité, on a eu toujours des déplacements de populations, on a toujours réussi à gérer ces déplacements, on a toujours réussi à intégrer ces populations, donc cette crise n'a pas de frontières dans l'espace ni dans le temps, parce que ça s'est toujours passé et ça va continuer à se passer dans le futur, donc on peut toujours trouver des solutions pour intégrer les populations qui migrent pour de différentes raisons. Merci beaucoup. Poste d'observation, de guet ou de surveillance, véritable belvédère, voilà ce que révèle l'étymologie espagnole du mot mirador. C'est depuis là que l'on regarde, que l'on scrute les environs, le lointain. Le XXe siècle, période de cristallisation des conflits, de violence poussée à son paroxysme, a employé le mot mirador à des fins humainement tragiques. Nonobstant cette époque, je pense pouvoir affirmer que le mot mirador revêt bien des aspects positifs à travers l'histoire de notre continent européen. Depuis l'Antiquité, où la Mare Nostrum a joué un rôle d'observation des autres civilisations du bassin méditerranéen, jusqu'à nos jours, où cette mer constitue la frontière naturelle entre le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, nous constatons la pertinence de cette faculté de voir au loin et de prévenir de certaines menaces. Grâce à des bastions avancés que sont les îles méditerranéennes, la surveillance est plus aisée. Les Baléares, la Sicile, Malte, Chypre sont comme des phares qui préviennent des mouvements maritimes et des dangers éventuels. Dans les temps présents, personne ne peut ignorer la tendance d'importants flux migratoires venus de pays politiquement instables ou en guerre, du Moyen-Orient et d'Afrique, même d'Asie. Des gens qui tentent, souvent au péril de leur vie, de rejoindre l'Europe, vue comme une sorte d'Eldorado. C'est pourquoi l'Union européenne a créé en 2004 l'agence Frontex, dont la mission est d'aider les États membres à gérer les frontières extérieures et à harmoniser les contrôles. En ce sens, la Méditerranée est donc un mirador, puisqu'elle permet de prévenir et de prendre en charge l'arrivée de populations extra-européennes, en dépit de réels problèmes politiques au sein de l'Union, comme nous l'a récemment rappelé l'interminable épisode de l'Aquarius. Sans cette fonction d'observatoire, du détroit de Gibraltar à l'île de Chypre, les pays du bassin méditerranéen pourraient être des cibles d'actes malveillants. La Méditerranée se présente donc comme frontière au sens géostratégique et politique. En outre, on constate qu'elle est aussi un mirador écologique, qui œuvre pour la protection de la faune et de la flore maritime et terrestre de l'Europe et contribue à mieux préserver et à mieux comprendre l'environnement. De même, ce rôle qui se décline grâce à la faculté de scruter les horizons s'étend à quantité d'autres domaines, tels que le commerce, depuis l'Antiquité jusqu'au développement que nous connaissons aujourd'hui, le transport des hommes et des marchandises, la pêche, le tourisme et les échanges culturels. Peut-on alors évoquer l'émergence d'un humanisme méditerranéen? L'avenir nous le dira. En tout cas, à l'occasion du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe et du 60e de la Cour européenne des droits de l'homme, nous pouvons penser que la construction d'un mirador européen s'inspire des paroles de cette pionnière que fut Simone Veil. Se fixant de grandes ambitions, l'Europe pourra faire entendre sa voix et défendre des valeurs fortes. La paix, les droits de l'homme, davantage de solidarité entre les riches et les pauvres. L'Europe,
C'est le grand dessein du XXIe siècle. Je voudrais vous poser une question. J'ai un problème, mais purement géographique. En fait, le Mirador, vous avez dit c'est un point élevé, on observe. On parle d'une mer. On dit que c'est un point bas. Donc, comment vous faites un point d'observation? Et deuxième question, je mets les deux en même temps, je trouve un problème. Votre Mirador, vous le mettez au nord. On ne peut pas imaginer un Mirador au sud? Mais si, bien évidemment. Alors, le mot Mirador est une métaphore. Ce sont comme des phares. Quand je parle de Frontex, ce sont les phares mouvants avec les bateaux, les avions. Ensuite, au niveau de la position géographique, bien évidemment que le Sud a une position très importante puisque c'est aussi le berceau de la démocratie, c'est le berceau, c'est là que c'est autour du bassin méditerranéen s'est construit l'Empire romain. Donc bien évidemment que le Sud a aussi son importance. C'est toute la Méditerranée en fait qui joue ce rôle de phare, de mirador, dans un sens métaphorique mais aussi pratique, puisqu'avec Frontex, les bateaux et les avions sont les phares mouvants en fait de l'Europe. Considérez-vous le Mirador un échec de la politique européenne de la Méditerranée? Alors, le Mirador, on sait qu'au XXe siècle, ça a une connotation très négative, puisque quand on pense Mirador au XXe siècle, c'était le rideau de fer en URSS, les miradors des camps de concentration. Donc cet aspect-là, on ne peut pas l'oublier. Aujourd'hui, le mot Mirador a un sens plus pacifique, un sens d'observation, on prévient en fait des attaques, des menaces, et justement ces îles-là sur la Méditerranée sont là pour prévenir de la pêche illégale, de la piraterie, la lutte contre le terrorisme aussi, le djihadisme. Donc je pense qu'à bien des égards, elle a réussi, et l'avenir nous dira le reste. Mesdames et messieurs, les membres du jury, aujourd'hui j'ai l'honneur et le désir de défendre ma propre position selon l'espace méditerranéen. Étant une forme de tour de surveillance et d'observation des régions côtières, la Méditerranée ne disparaît pas de l'agenda européen. Les Grands Vertes, milieu de terre, Terre Sainte, mer Supien, ou bien Mare Nostrum. Tout ces toponymes nous renvoient vers le berceau de plusieurs civilisations de l'Antiquité. On constate que la Méditerranée est devenue le Rio Grande du vieux continent. À l'heure actuelle, Méditerranée reste la principale zone de tension géopolitique et de conflits armés au plan mondial. L'histoire de la Méditerranée est aussi celle de fractures qui s'aggravent entre l'Europe occidentale, les Balkans, le Maghreb ou bien le Moyen-Orient, et celle de divergences entre Nord-Sud, entre les pays riches et ceux en voie de développement. Cependant, pour l'Union européenne, la Méditerranée ne reste qu'une région périphérique. Un fort engagement de l'UE a été également bloqué par plusieurs positions contrastées des États membres. Les menaces terroristes ainsi que les crises migratoires déstabilisent fortement la rive sud de la Méditerranée et suscitent la méfiance de nombreux pays européens, notamment de l'Est. Ces derniers privilégient la défense de leurs propres intérêts nationaux à une solidarité communautaire. En outre, l'explosion de la crise ukrainienne en 2014 et l'escalade avec la Russie ont largement contribué à déterminer l'Europe centrale et orientale de la région méditerranéenne. Aujourd'hui, la présence de la Méditerranée dans le paysage médiatique reste souvent associée à la crise migratoire éclatée en 2014. Depuis le printemps arabe et la guerre en Syrie en 2011, de plus en plus de migrants parviennent en Europe en traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune surpeuplées qui sont très souvent considérées comme périlleuses. Selon les données de l'Organisation internationale de migration, 17 000 personnes n'ont jamais réussi à rejoindre la Terre depuis 2014. Parfois,
Je me désole de l'indifférence de l'Europe et de certains pays côtiers face à ces tragédies, et du décalage entre les moyens consacrés à la protection des frontières externes et ceux destinés à l'accueil des requérants des îles et des réfugiés. D'une manière surprenante, la situation migratoire en Méditerranée s'est améliorée au cours de 2018. Selon le dernier rapport du Parlement européen qui date du 4 février, je parle des chiffres en termes d'arrivants. En 2018, il y a eu 150 000 arrivées irrégulières, ce qui représente un quart par rapport à 2017. C'est le niveau le plus bas depuis 5 ans. Néanmoins, il faut trouver un équilibre entre la responsabilité partagée des États membres et la solidarité communautaire. Pour l'instant, il n'y a pas de compromis. Cette région reste une véritable porte d'entrée pour le melting pot, où plusieurs problèmes économiques et litiges civilisationnels se sont accumulés. C'est un endroit où les personnes meurent. À l'époque de bateaux coulés, à cause des missions échouées et des frontières fermées. C'est la place où on pèse le droit de l'homme, où ses droits sont brisés par les guerres et par des illusions. Et l'homme, comme une pousse dans cette mer, reste perdu et isolé du monde civilisationnel. Et ce n'est pas l'Europe que j'ai eu la possibilité de découvrir. La Méditerranée que je veux sera construite pour répondre aux besoins sociaux, politiques, éducatifs et culturels des peuples, et non prétendument à des contraintes prétendument fatales du marché. La Méditerranée que je veux sera véritablement les Mare Nostrum des anciens, un lac de paix où il n'y a plus de tension entre le peuple voisin, la région où on ne verront plus les épaves de Lampedusa, où les miradors du ciel espagnol en train de traquer les pateras des candidats à l'exil véritablement damnés de la terre. Je vous remercie pour votre attention. Pensez-vous que l'Union européenne s'est concentrée plus sur les Balkans, sur l'Ukraine, sur les centres-est de l'Europe que sur la Méditerranée? Je vous remercie pour cette question qui me permet d'aller plus loin. Donc du coup, l'initiative de l'Union européenne dans la région de Méditerranée date de 1995, où sous la présidence de l'Espagne au Conseil européen, l'initiative sur la politique européenne dans cette région a été bien mise en place. Malheureusement, depuis 2015, on voit l'échec de cette politique migratoire et le détournement de l'Europe de cette région en vue de plusieurs tensions d'une manière économique, mais surtout sur la menace russe et bien le conflit ukrainien qui détourne l'attention de l'Ukraine, qui détourne l'attention de l'Europe de cette région-là. Je pense que l'Union européenne concentre maintenant sur ses crises institutionnelles internes et tente de protéger ses propres frontières. Je vous remercie. J'aurais une question. Si je vous dis que la Méditerranée est une mer américaine, qu'est-ce que vous me dites? Bon, comme ma collègue vous a mentionné tout à l'heure, la Méditerranée c'est véritablement le point d'observation de plusieurs régions, car elle se trouve au milieu, dites géographiquement très large. On observe notamment la présence des Américains et du Mexique et la tension entre Nord et Sud, entre les pays riches et ceux en voie de développement. Ça veut dire que la Méditerranée regroupe plusieurs centres de relations internationales. Je vous remercie. Merci. Madame et Monsieur, le jury, merci beaucoup à tous pour l'organisation et pour l'opportunité de parler ici aujourd'hui de ce sujet intéressant. Oui, je viens parler pour défendre l'idée que les droits de l'homme ne sont encore pas finis et que c'est une chose que c'est toujours un développement continu. Pour commencer, on peut mentionner Lot qui disait qu'on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme, à Sénèque qui disait l'homme est une chose sacrée pour l'homme, ou Spinoza qui disait les deux. Les deux maximes possèdent homo homini 2 et homo homini lupus se concilient ensemble. Il s'agit donc, en prenant pleine conscience du potentiel destructeur de l'homme pour lui-même, de ne pas sous-estimer non plus le potentiel bâtisseur de l'homme pour son prochain. Ça veut dire qu'il aurait toujours une motivation pour le droit de l'homme pour continuer. Il y a toujours des guerres, des conflits, mais il y a aussi toujours une motivation au but
qui va faire pour faire ces choses. On parlait de la définition, les concepts de l'intention des droits de l'homme. Je veux dire que les droits de l'homme ne conforment pas à un corps statique, sinon qu'ils sont, eux, dans une adaptation constante aux nouveaux défis qui projettent les changements que la société subit dans le temps. C'est-à-dire que les raisons qui ont motivé l'approbation de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 ont été les concrètes qui répondent d'ailleurs aux défis qui jusqu'à ce moment le devenir de l'histoire avait projeté. Mais son développement, aussi comme celui-là du droit en général, va de la main du développement historique, en projetant chaque étape différents défis et en motivant la régulation d'aspects non traités auparavant. En définitive, les motivants sont attendus au champ jusqu'alors non réglé ou la modification d'aspects jusqu'alors non considérés. Pour expliquer un peu ça, je vais faire une similarité avec la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, l'espèce est le résultat de son interaction avec les milieux et avec les autres pendant une période de temps. Ça veut dire que rien c'est statique et n'est statique, sinon que ce qui confond au être et le fait être d'une manière ou d'une autre, c'est la nécessité constante d'adaptation au milieu, qui aussi comme eux-mêmes, il est constamment en précédent le changement. Avec les droits de l'homme, ainsi comme avec les droits en général, il n'est de même. Son développement est soumis au même processus. Il évolue en relation au changement qui est le milieu présent, la société en ce cas. Les règles de situation non connues jusqu'alors, l'espace déréglementé avec les idées déréglées, et il s'adapte aux conditions qui apparaissent et des produits de progression de la matière en s'adaptant au nouveau temps. Par exemple, on peut parler des nouveaux défis que les droits de l'homme peuvent avoir aujourd'hui, comme par exemple l'os du monde numérique, qui consiste à dire que la protection des données privées, la prévention de la violation de l'espace privé ou la titrisation des espaces numériques, c'est une chose, par exemple, qu'aujourd'hui les droits de l'homme pourraient travailler parce que sont supposés des menaces nouveaux pour le monde. Ou par exemple la bioéthique, qui part toujours de la frontière en matière de responsabilité éthique dans les domaines de la médecine et l'être vivant, et en essayant d'appliquer des normes morales dans l'expérimentation médicale et le traitement parmi les êtres humains. Ou autre aussi, c'est la révolution technologique qui peut faire défendre un peu les citoyens en face de l'État avec les nouveaux moyens de les contrôler. Et pour finir, on va dire que le processus de développement des droits de l'homme a donné un commencement de l'approbation du texte en 1948, mais il n'explicite pas une date d'expiration. De même, dans un usage d'un regard plus global, la déclaration est seule encore un pas dans le développement des droits de l'homme, puisqu'il possède déjà de certains antécédents comme la Magna Carta en 1215, la pétition de droit en 1628, la déclaration de l'indépendance des États-Unis et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Spécialement les deux dernières, exprimant déjà une vocation universaliste dans la remise des droits avec la condition requise unique d'être humain. De cette façon, les droits de l'homme tendront à attendre dans le temps, tant comme l'histoire, et son évolution dépendra de son adaptation au nouveau défi que c'est la personne. Merci beaucoup. Pardon. Moi j'avais une question, Alvaro. Si tu pouvais amender la Convention européenne des droits de l'homme, quel article tu ajouterais pour la Convention des droits de l'homme? Pour la Convention européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a un article, un droit qui te manque en particulier? En fait, je pense aujourd'hui il y a certains droits classiques qui sont aussi en danger. Mais si on peut penser dans un nouveau espace, par exemple, je pense aujourd'hui les avances technologiques ont constaté que les gouvernements ont plus capacité de, par exemple, contrôler ses citoyens, où il y a plus de fonds d'être violés ou pour ta privacité d'être violé. En ce sens, je pense la protection des citoyens avec tout ça que les gouvernements peuvent faire avec ces nouveaux moyens, au savoir les choses privées des citoyens pour être en frontière pour les droits de l'homme. Certains disent que les droits de l'homme vont trop loin en comparaison avec les devoirs qu'exercent les citoyens.
Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous seriez d'accord? Que les droits de l'homme vont trop loin? Qui vont très loin? Trop loin. Il y a trop de droits par rapport aux devoirs. Oui, ça peut être vrai, en fait. Mais je pense que l'histoire parle par elle-même, non. En fait, c'est vrai, non, je pense que c'est comme ça. Et il faut aussi avoir des devoirs. C'est une chose, c'est une réalité. Mais en prenant ça, c'est toujours, je pense, important de donner des droits parce qu'il y a des personnes qui ont des moins capacités que d'autres pour faire les choses. Non? Si on parle de la société ou d'un État, et on regarde avant l'État, ce que l'État a fait parfois à l'histoire, je pense que c'est toujours important d'être en face des droits pour l'ensemble, mais je pense toujours, ouais, c'est aussi une chose d'être conscient et d'actuer toujours. Honorable membre du jury, j'aimerais commencer par vous raconter une histoire. Il n'y a pas si longtemps, 9 représentants de 9 pays différents rédigent une lettre au Père Noël. Dans cette lettre, ils vont inscrire leurs désirs les plus véritables et leurs envies les plus inavouées. Et comme chaque enfant, il a teinte d'un peu de bonne conscience. Ça ne coûte rien de demander la paix dans le monde, et puis le Père Noël n'exauce que les vœux des enfants qui se montrent sages. Cette lettre, rédigée en 1948, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà, en 1789, les révolutionnaires bourgeois français rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, malgré son nom grandiloquent, réussit tout de même à oublier les femmes et les esclaves en leur refusant l'accès à la condition d'humain. Et c'est ces révolutionnaires-là qui décident de ce qui doit être protégé ou non. Alors, le droit de propriété, que dis-je, leur droit de propriété, est accordé à tous les hommes comme un des droits fondamentaux, alors que la majorité ne possède rien. Il est très simple d'écrire ce que l'on veut lorsqu'on est le seul à tenir la plume. Les droits de l'homme sont donc établis par les privilégiés, par les plus forts, par ceux qui dominent. Et comme le privilège a vocation à exclure la masse, à se différencier, il est difficile que les droits qui en ressortent aient un autre but. Les droits de l'homme, en étant les droits des dominants de leur époque, ont vocation à exclure, pas à s'étendre. Et au lieu de se demander insensiblement s'ils ont vocation à s'étendre, on pourrait plutôt se demander s'ils ont vocation à s'appliquer. Juillet 2017, exécution sommaire d'autochtones aux Philippines. Novembre 2017, marché aux esclaves en Libye. Août 2018, crime de guerre au Yémen. Les États du monde entier violent et laissent violer ouvertement des droits que certains considèrent comme propres à tous les êtres humains. Et il ne faut pas croire que les déclarations sont seulement réfutées par les tyrans. En réalité, ceux qui les écrivent sont aussi ceux qui les bafouent. En 2017, 40 États partis au Conseil de l'Europe ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. 40 États sur 47, qui ont tous déclaré se soumettre à la Convention, et surtout qui montrent que même dans le continent des droits de l'homme, ceux-ci n'ont vocation qu'à être ignorés. La rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme est aussi marquée par l'oubli malencontreux, intentionné de l'Afrique. Elle est la grande absente d'une déclaration qui se veut universelle. Et pour cause, rappelons que 4 États sont indépendants en Afrique à cette période. Le reste du continent étant partagé notamment par, je vous le donne en mille, le Royaume-Uni et la France, les mêmes qui rédigent la déclaration. Les droits de l'homme, tels qu'on les comprend aujourd'hui, sont au mieux une construction occidentale. Au pire, un mirage qui commence à s'effacer. Aujourd'hui, partout dans le monde, du Brésil à la Chine, on déclare refuser les droits de l'homme car ils ne sont pas adaptés aux sociétés locales. On a annoncé ces droits universels et pourtant, on demande s'ils doivent s'étendre. S'ils pouvaient s'étendre, ils ne seraient pas universels. S'ils sont universels, alors comment imaginer qu'ils puissent s'étendre? La vérité, c'est que l'universalité des droits de l'homme est un mensonge. Je le redis, c'est une lettre au Père Noël. Et peu de gens y croient encore. Et on a beau y demander la lune, ce n'est pas pour autant qu'on la décrochera.
Je pense qu'en réalité, les droits de l'homme sont un facteur qu'on fait varier pour s'adapter à la situation. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on peut trouver des centaines de textes qui se voulaient être des droits de l'homme depuis des centaines d'années. Les droits de l'homme, mesdames et messieurs, n'ont alors pas vocation à s'étendre, mais seulement à s'adapter à ce que la société, à un moment donné, désire, d'individualisme ou de collectivisme, de liberté individuelle ou d'État. Aujourd'hui, sans jamais avoir de vocation à s'étendre, les droits de l'homme se contractent, puis se dilatent, comme ils l'ont toujours fait, et comme demain encore, ils le feront. Vous dites déplorer les cas dans lesquels les droits de l'homme, tels qu'on la voit dans la conception que vous décrivez très européano-centrée, vous dites décrire le fait que ces droits de l'homme ne soient pas appliqués parfois. Avez-vous une vision idéaliste des droits minimaux que l'on puisse exiger? Est-ce que j'ai une vision idéaliste des droits minimaux qu'on peut exiger? Je vous répondrai que... Est-ce que vous pouvez clarifier, s'il vous plaît? Parce que... Y a-t-il quoi que ce soit d'universel dans le droit d'un homme, que ce soit un pygmée d'une île large de l'Inde Je comprends. Et un Parisien? Le problème avec l'universalité, c'est que, je redis, 9 personnes de 9 pays différents qui n'ont pas représenté tous les continents ont voulu déclarer des principes comme universels. Alors que dans certaines régions, on les réfute totalement. Je peux parler par exemple de la déclaration des droits je n'ai plus le terme exact, mais en islam, qui se fonde sur la charia. Et pour eux, ce serait ça l'universalité. Voilà. Le problème de l'universalité en droit, c'est qu'on veut appliquer un principe juridique qui, on veut dire qu'il est intrinsèque à l'homme alors qu'il ne l'est pas. Merci beaucoup. Cher jury, cher école des générateurs, chers orateurs, oratrices, je vous invite d'imaginer un endroit vaste et verdoyant qui s'étend des hauts sommets énergés jusqu'aux mers azures. Riche en culture et en art, c'est la patrie des peuples divers qui partagent des valeurs et vivent en paix et en prospérité. Cette image utopique que je viens de décrire est loin d'être inaccessible. Ce que je décris est l'Europe dans laquelle nous vivons. Mais le problème, c'est que nous ne réalisons pas la chance qu'on a de vivre dans un continent libre. C'est ici où l'espérance de vie est le plus élevé. C'est ici où le taux d'homicide est le plus faible. Et c'est ici où une coopération sans pareil défend la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. C'est pourquoi, si j'avais le choix d'être né dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle époque, je choisirais ici et maintenant. Je me sens européenne et je suis fière de l'être. Je fais partie de la majorité des ressortissants de l'Union européenne qui sont européennes selon l'Eurobaromètre. Cependant, notre majorité est faible. La création d'une identité partagée, le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, était la voie choisie en réponse aux nationalismes qui ont ravagé le continent pendant une guerre sanglante. Cependant, il est difficile de construire une identité autour des institutions, et la consolidation de cette identité reste une difficulté pour les Européens. Et oui, je dirais que cette consolidation est une difficulté plutôt qu'un défi. Pourquoi? Parce que ma génération sont beaucoup plus européennes que celle d'avant.
Il suffit de regarder les résultats du Brexit pour voir jusqu'à quel point cela est vrai. Parmi les moins de 24 ans, 75% ont voté de rester dans l'Union européenne. Il est dommage donc que la moitié de la population britannique ont privé les jeunes de cet attachement au continent. La vérité est que les jeunes ne sont plus contents avec le cadre national, parce qu'ils ont voyagé, parce qu'ils ont une forte connaissance d'autrui grâce aux réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que la coopération européenne. Pour ma part, je ne me souviens pas d'un temps avant l'adhésion à l'Union, avec une autre monnaie que l'euro, avec une frontière sur mon île. Tout cela étant dit, tout le monde sait que les exemples concrets vaut mieux que non-discours. Donc j'ai réfléchi un peu à des fois où je me sens le plus européenne, quand je sens une amitié profonde et transversale avec les autres habitants de ce vieux continent. Je me sens européenne quand je reçois un SMS pour me dire que j'ai traversé une frontière en Russie. Je me sens européenne quand j'achète du burger irlandais dans un supermarché à Quai. Je me sens européenne quand j'ai la chance de débattre avec les autres Européens dans une langue qui n'est pas la mienne, dans un bâtiment qui défend mes valeurs européennes pendant plus de 70 ans. Et oui, je pense que je ne suis jamais sentie aussi européenne qu'ici, maintenant, avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. J'ai une question. Pour vous, quelles sont les valeurs clés européennes? Je dirais plutôt l'égalité, la démocratie, qui va de soi avec la démocratie, qui fait partie intégrale de la patrimoine européenne, je dirais. Ça vient du grec antique et c'est primordial dans la construction européenne et c'est vraiment une chose qui va de soi avec la construction européenne. Si je vous ai bien compris, mais sur le ton de l'humour, plus je vieillis, moins je suis européen. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est juste que je pense que les jeunes européennes ont leur horizon semble plus élargi que la génération d'avant. Ils ont plus d'opportunités à cause de l'Europe. Le fait de parler plusieurs langues, le fait de voyager pour les mêmes prix qu'un bon repas, ça vous ouvre la porte de découvrir un nouveau monde en fait. Et oui, c'est des opportunités que nous ne les avons pas et que mes parents et mes grands-parents n'avaient pas. So, pour ma part, je me sens, j'ai de la chance, je pense. Merci beaucoup. À la négative, j'appelle William Robert. Mesdames, Messieurs, Européennes et Européens, alors que de nouvelles passions nationales émergent, que ces soubassements anciens d'un passé glorieux revivifient le retour aux États-nations, que les frontières redorent de leur sens par-delà des vagues migratoires, que notre vieux continent est secoué de toutes parts, alors que nous célébrons les 60 ans de la Cour européenne des droits de l'homme, il est normal, raisonnable et légitime que se pose la question de l'assentiment européen. A-t-il lieu d'être ou non? Me sens-je européen? Comprenez que pour répondre à cette dernière, il m'aurait été aisé de prendre le pari de la démagogie, des faux discours, des contre-vérités et de facto de vous tenir 3 argumentaires types. Celui d'un nationaliste irrationnel, faisant battre le cœur des foules à coups de peur. Or, je ne veux tomber si bas, intellectuellement, en évoquant une Europe des nations. Celui d'un cosmopolite utopiste,
faisant rêver des esprits assoupis d'une naïveté de berceau. Or, je ne me complais d'une théorie spéculative en évoquant un gouvernement mondial. Celui d'un marxiste insurgé dénonçant la construction néolibérale qu'est l'Europe. Or, je ne cautionne une destruction illusoire du système en place en évoquant une oppression générale. À ces discours classiques, je souhaiterais vous dépeindre plutôt un discours de vérité, celui de mon idéal européen. Pour ce faire, j'invoque la démocratie semi-directe, ce régime hors norme permettant à un peuple d'élire à son organe suprême un parlement qui se doit de rendre des comptes, un parlement en capacité effective d'action politique concrète avec un véritable espace public. Je rêve d'une réelle démocratie semi-directe, avec un gouvernement élu, avec un président primus inter pares et un système bicaméral et souverain. J'invoque une proximité au peuple, une proximité entraînant un meilleur dialogue entre gouvernants et gouvernés, avec une plus grande affabilité des représentants envers les représentés, ceci pour éviter le sentiment d'abandon. Avec une amélioration de la confiance et de l'engagement civique découlant d'une plus grande transparence. Je rêve de cette Europe qui sache communiquer avec brio, de cette Europe affable, aimable, déférente, humble. J'invoque une construction sociale. Ainsi, avant d'être uniquement une entité économique, créons un pilier social européen. Élaborons un syndicat de salariés et un syndicat patronal au niveau européen. Bâtissons une politique fiscale commune propre à certains secteurs. Je rêve que notre Europe réponde pleinement aux déséquilibres sociaux. Comprenez qu'être européen n'équivaut pas à se sentir européen. L'assentiment dont il est le débat est un acte de l'esprit par lequel on donne son adhésion à une réalité donnée. Ainsi, je me sens européen seulement si l'idée que je me fais de l'Europe correspond à l'état de l'Union. Et je ne me sentirai pleinement européen le jour où mes appels prononcés devant vous deviendront réalité. D'ici là, je ne me contenterai d'un passivisme contemplatif, ni ne me contenterai de l'état de l'Union actuelle. D'ici là, je me battrai. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers auditoires, il y a 70 ans, le Conseil de l'Europe était créé, et avec lui, le premier comité des ministres et la première assemblée parlementaire étaient réunis. Depuis lors, l'Europe n'a jamais cessé de voir vers l'avenir. Elle n'a jamais cessé d'entreprendre une collaboration entre ses membres. Elle a su faire de sa diversité une force, un étendard, un exemple même pour la communauté internationale. Et pourtant, comment ne pas pointer du doigt les différends qu'il a mis? Car si cette construction a été possible, cela relève presque du miracle. Rendez-vous compte, l'Europe s'étend de Nuuk à l'ouest au Groenland jusqu'à Vladivostok en Extrême-Orient. C'est un défi extraordinaire que s'est donné l'Europe en souhaitant s'unir. Une œuvre des plus nobles au lendemain d'une des périodes les plus sombres de l'humanité. Pourtant, un problème venait ternir ce tableau presque idyllique. Un caillou dans la chaussure, alternativement des uns puis des autres, suivant l'idée évoquée. Un ver dans une pomme qui n'était pourtant pas encore mûre, et ne l'est toujours pas d'ailleurs. Ce problème, c'est le consentement. Sans ce problème, nous nous trouverions sans doute depuis longtemps dans l'État fédéral le plus vaste au monde, et peut-être même le seul État au monde, puisque nous aurions réussi à rallier le reste de la planète
au nom du projet universaliste qui est défendu par l'Europe et qui porte en triomphe la notion de droit de l'homme. Bien sûr que le consentement est un problème pour l'Europe. Bien sûr que cela a été un problème et que ça le restera peut-être toujours. Mais cela n'a jamais empêché sa construction. Cela n'a jamais empêché le lien entre les peuples qui l'abritent, et je fais le vœu solennel que cela ne l'empêchera jamais. Mais sans se borner à ce constat quelque peu élogieux, intéressons-nous à une actualité bien gratifiante. Il serait temps que l'Europe fasse son autocritique, car l'heure est grave. La Hongrie et la Pologne s'attaquent à l'indépendance des juges. Le Parlement européen est même allé jusqu'à déclencher la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. C'est la mise au ban de ces pays face aux valeurs défendues par l'Union européenne. La Russie s'approche dangereusement d'une sortie du Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme sera donc bientôt inaccessible aux citoyens russes. Le Royaume-Uni quitte le navire, la France, rappelle son ambassadeur en Italie. Nous n'avions pas connu pareil incident diplomatique depuis le deuxième conflit mondial. Un pays dont nous sommes pourtant si proches culturellement, unis par les arts. Alors que faire? La culture et encore la culture, c'est le combat de tous les autres combats. Il n'y a que par là que les peuples s'élèvent, s'éclairent et se reposent. Non pas d'une béate léthargie, mais au contraire, tout curieux qu'il puisse être, d'un esprit rassasié, d'un esprit confiant, d'un esprit alerté. Et Baudelaire disait ceci à ce sujet: il faut être toujours ivre, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous pousse vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, demandez-leur quelle heure il est, et ils vous répondront: il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous avons entendu parler beaucoup d'Europe. Mais comment le terme Europe naît? En effet, Europe, fille d'Agénor, roi de Tyr et de Téléphassa. Le mythe d'Europe est connu comme le mythe d'enlèvement de la jeune fille par Zeus transformée en taureau blanc. Un mythe qui n'a de relation de conflit, une relation de combat entre deux mondes qui semblent inconciliables. Le rapport entre les mythes si suggestifs et l'idée d'Europe liée à l'espace européen, de la façon dont il a été entendu, vécu et interprété par les gens qui l'ont habité, est un rapport complexe et aussi profond. Les mythes évoquent des thèmes très importants comme les rapports avec l'altérité, l'encontre avec les autres, blanc, noir, violence, amour, rythment toujours les rapports entre les États qui composent le continent européen. Bien, on sait que les mythes ont l'extraordinaire pouvoir d'interagir avec l'histoire. Les Phéniciens utilisaient le mot Europe pour décrire les terres à l'ouest de la Syrie, dans laquelle ils vivaient. Bon, le terme Europe est alors adopté pour définir un espace géographique. Le vieux continent qui, par rapport aux autres, n'est pas délimité par un océan ou une mer, mais il nous sépare de l'Asie pour des raisons culturelles, historiques. Une terre, celle de l'Europe, qui a été traversée par chevaliers prêts à mourir au nom d'une religion, qui a été sillonnée par des machines, des avions qui en ont survolé le ciel. On parle d'Europe, ou mieux on parle ici de continent européen. La question du consentement alors perd complètement son sens, parce qu'en effet, on ne peut pas parler de consentement par rapport à un aspect si intime et profond et identitaire comme l'être européen. On ne peut
on peut difficilement remettre en cause nos origines. Il faut bien souligner qu'on ne peut pas arrêter d'être européen. Ce n'est pas un choix. La définition du mot consentement renvoie à une adoption vise à donner son accord à une action, à un projet. Est-il le continent en action? Est-il un projet? Non. Il y a un espace géographique dont il devient absurde d'aborder le thème de consentement par rapport à l'Europe. Êtes-vous né en France? Bien, la France fait partie de l'Europe, vous êtes alors européen. Êtes-vous né en Italie, aux Pays-Bas, en Slovaquie? Bien, vous êtes également européen. Et ce discours est valide aussi pour les Britanniques. Avec le Brexit, ils ont décidé de sortir de l'Union européenne, mais en effet, ils restent européens. On ne peut pas et on ne pourra pas parler de Eurexit. Parce que l'appartenance au continent européen et à son histoire fait partie de notre identité. C'est un donné qu'on ne peut pas ignorer. Le continent européen, comme la figure mythologique qui lui donne son nom, a été traversé par contrastes, divergences, mais les mêmes nations à lutte reconnaissent un lien indissoluble entre eux. Les idées de liberté, les besoins de paix, la recherche de la stabilité pour bien vivre ensemble ont toujours animé les discours des intellectuels européens, du Portugal jusqu'à la Russie. Les principes d'humanité défendus, les évolutions historiques sont des conquêtes qui forment notre patrimoine culturel, notre patrimoine européen. Les gens ont accepté volontairement de poursuivre ensemble une vision partagée de l'avenir. En créant des institutions, les Européens ont institutionnalisé une collaboration entre les États. Et les magnifiques résultats de cette collaboration est la création des institutions reconnues comme légitimes par les États, comme les conseils dans lesquels c'est pris en train de se dérouler. Cette collaboration au sein de l'Europe s'engage à défendre des valeurs partagées qui ont acquis le statut de droit, droit défendu par la Cour européenne des droits de l'homme. L'Europe, c'est tout ça. Donc, il reste vite le sens de parler des problèmes de consentement par rapport à l'Europe. L'Europe est inévitable, une donnée inévitable parce que naturelle. Et alors, Europe et les taureaux, même si différents, se retrouvent ensemble, embrassés, presque à former un corps unique, comme dans la peinture Europe de Matisse en 1929. L'unité qui passe par le contraste et qui le dépasse, grâce à la protection des valeurs universelles. En rapport à l'Europe, on ne parle pas de consentement, mais d'identité. Merci.